Donc là, c'est la première de ces conférences. Donc là, M. Ternereau va nous parler donc des dangers de l'islamisme et de notre position à nous, donc communauté juive de France, par rapport donc à ce danger, par rapport à cette nouvelle situation qui a émergé au début des années 2000. Et la pluie, et surtout que le sujet dont je vais vous entretenir n'est pas particulièrement folichon. Je ne vais pas parler que de la menace islamiste, je vais parler de notre situation, communauté juive de France, en France, dans le moment présent. Et mon interlocuteur a dit depuis les années 2000, quelque chose s'est mis en place. Oui, on peut dire grosso modo que depuis 12 ans, la situation dans la vie quotidienne, des menaces qui nous frappent, qui frappent nos enfants, des menaces d'ordre divers, que ce soit des insultes, des injures, ou bien des passages à l'acte beaucoup plus terrifiants, comme le meurtre, l'assassinat de Ilan Halimi en janvier-février 2006, ou bien la tuerie de Toulouse en mars 2012. Donc il se sera passé 6 ans entre un crime dénoncé comme un crime de droit commun, ce qu'il était, crapuleux, ce qu'il était, mais anti-juif, et puis un crime très explicitement anti-juif contre 3 enfants et le papa de 2 d'entre elles, et 3 militaires français, le crime de Mohamed Merah. Et je vais essayer d'analyser tout cela, mais je vais commencer, si vous voulez, par la conclusion, par ce à quoi je veux aboutir, et je construirai le raisonnement pour remonter à cette conclusion. Tout le monde a dénoncé le crime dont a été victime Ilan Halimi. Tout le monde a dénoncé les crimes de Mohamed Merah. Tout le monde, toutes les autorités politiques et toutes les autorités morales ont dit depuis, d'une manière répétitive, plus jamais ça, la France n'est pas un pays anti-juif, ceci est intolérable. Bien. Et au-delà des mots, que se passe-t-il puisque l'on voit qu'en 6 ans, on est passé d'un crime à 5 crimes, et avec cette obsessionnalité dans la violence et dans le choix de la cible, la société est de plus en plus violente. La France, le monde moderne, vous avez regardé la télévision comme moi, les États-Unis ne sont pas épargnés par des violences collectives. Mais la France a une particularité dans les violences, dans la moyenne délinquance et dans ce type de crime. C'est la qualité de la cible. La cible juive est devenue une cible privilégiée. Dans les années 2000, un collectif d'enseignants avait produit aux éditions 1001 Nuits un livre qui s'appelait « Territoire perdu de la République ». Ce livre traitait des faits anti-juifs en milieu scolaire. Le livre est très élaboré, c'est une étude extrêmement sérieuse, « Territoire perdu de la République », et on pourrait dire que les territoires perdus de la République n'ont cessé de s'étendre et de croître en surface. Après la publication du livre « Territoires perdus de la République », le ministre de l'Éducation nationale de l'époque avait commandé un rapport à l'inspection générale de l'Éducation nationale, le rapport de M. Aubin, qui portait d'une manière générale sur les violences en milieu scolaire de caractère ethnique, culturel ou cultuel. Et il a conclu très précisément à la particularité des violences anti-juives. Le rapport de M. Aubin, inspecteur général de l'Éducation nationale. Le rapport a été mis sous le coude ou au fond de la
c'était beaucoup trop dangereux. Quelque temps plus tard, Dominique de Villepin a demandé un rapport en tout point identique à M. Jean-Christophe Ruffin, celui qui est un auteur, qui, je crois, à l'Académie française, grand romancier, sur très précisément l'actualité de l'antisémitisme en France. Jean-Christophe Ruffin concluait en particulier sur la dissimulation des formes nouvelles de l'antisémitisme sous le masque de la haine absolue d'Israël et de l'antisionisme. Ce rapport a lui aussi été glissé par prudence dans les tiroirs du ministère parce que son contenu est beaucoup trop perturbateur, car une fois que l'on a dit cela, une fois que les territoires perdus de la République ont été identifiés, une fois qu'on a vu que la menace était dans le 9-3, dans le 20e, dans le 19e et dans beaucoup d'autres quartiers, que faire? Et voilà que la République est tout à fait désemparée, démunie. Je vous donne une dernière anecdote qui date d'hier. Vous savez qu'il y a pour les classes de terminale, avant le baccalauréat et avant la période universitaire, il y a des incitations, des visites des classes pour les familiariser avec tel domaine de l'enseignement supérieur. Est-ce que le choix en médecine ou le choix en droit? Bon, et là, c'est deux avocates, et une des deux avocates est une amie, avait été sollicitée par un lycée de banlieue pour parler des métiers du droit. Qu'est-ce que c'est être avocat, être avocate? Et naturellement, la conversation, la discussion avec les élèves a porté sur l'affaire Mera. Et l'avocate en question dit: les crimes de Mohamed Mera relèvent de l'incrimination crime contre l'humanité. Parce que la définition du crime contre l'humanité, c'est la volonté de détruire, d'anéantir quelqu'un au nom de ses origines, au nom de ce qu'il est, pas au nom de ce qu'il a fait. Et elle dit: c'était des enfants qui ont été assassinés et des enfants juifs. Et des élèves ont répondu en classe: non madame, devant le principal, hein. C'était pas des élèves, c'était pas des enfants, c'était des juifs. Des juifs, donc, n'ont même pas le statut d'enfant. La personne, l'avocate, a été tellement choquée, eh bien, la surprise est venue du principal qui a demandé à l'avocate: surtout n'en parlez pas, s'il vous plaît, ne faites pas de bruit. Voilà. Des histoires comme ça, il y en a des dizaines. À l'école, dans le primaire et dans le secondaire, l'injure, l'insulte, la bagarre. Bon. Comment tout cela est-il né? Comment tout cela est-il arrivé? Pourquoi on en est là? Quel est l'état de la menace et comment est-ce qu'on peut y faire face? Je dirais que la première manière d'y faire face, c'est d'en prendre la mesure. C'est de la connaître, c'est de l'identifier et c'est de ne pas faire la politique de l'autruche ou de ne pas s'illusionner. Vous avez dit à juste titre, depuis 12 ans, la situation s'est dégradée. Il y a 12 ans, c'était la seconde intifada, et la seconde intifada a été l'occasion de la grande bouffée délirante anti-juive avec la complicité des médias. Pendant la seconde intifada, au moment où les images de France Télévisions avaient montré le fameux petit enfant Mohamed Al-Doura, supposé mort dans les bras de son père, à Europe numéro 1, le lendemain, Catherine Ney, qui est éditorialiste à Europe numéro 1, a dit la chose suivante. Elle a dit: cette image du petit gosse palestinien
tué dans les bras de son père, annule, efface, remplace, se substitue à la célèbre image du petit garçon juif en culotte courte avec une casquette, qui a les bras en l'air, qui est dans tous les livres d'histoire et qui est prisonnier dans le ghetto de Varsovie et qui est mis en joue par un SS. Une journaliste, éditorialiste à Europe 1, qui n'est pas une idiote, qui a fait les biographies de Mitterrand, des Giscard d'Estaing et de Sarkozy, vous dit que cette nouvelle image du petit Mohamed Al-Doura efface. J'ai eu Catherine Ney au téléphone, puisque je préparais le film Décryptage, et je lui ai demandé, vous vous rendez compte de ce que vous avez dit? Elle me répond, mais qu'est-ce que j'ai dit? Elle ne s'est pas rendue compte qu'en disant que si cette image était effacée désormais par la mort du petit Palestinien, le raisonnement implicite, c'est qui est le nazi? Le nazi, c'est donc l'Israélien qui a tué Mohamed Al-Doura. Ce qui veut dire que les Israéliens, au moment de la seconde intifada, étaient en train de mettre en place, puisqu'ils sont dénoncés implicitement comme les nouveaux nazis, en train de mettre en place la solution finale, le massacre, l'extermination, l'anéantissement des Palestiniens. C'est autour des années 2000 qu'on a vu des banderoles dans les rues de Paris, mais plus tard, au moment de la guerre en Irak, qui affichaient un signe égal entre la croix gammée et l'étoile juive. Ces banderoles qui mettent un signe égal entre la croix gammée et l'étoile juive, c'est un aboutissement. Il n'y a pas de pire ignominie que cette banderole. Il n'y a pas d'image plus monstrueuse que cela. C'est un mensonge, et c'est pire qu'un mensonge. C'est une crapulerie intellectuelle. Eh bien, cette banderole, quand il y a eu l'affaire de la flottille de Gaza, je l'ai vue à la télévision, elle a été affichée dans les rues de Paris, et derrière cette banderole, je me souviens avoir vu les Verts, Europe Écologie Les Verts, Madame Cécile Duflot et Monsieur Stéphane Hessel qui criaient « Israël assassin ». Ils savaient qu'il y avait cette banderole. Ils savaient qu'il y avait cette banderole et ils n'ont pas quitté le cortège. Ils sont restés présents. Ils ont assumé ce type de choses. Si on dit qu'Israël est nazi, Israël n'a pas le droit de vivre. Israël ne mérite pas de vivre si Israël est nazi. Le nazisme, c'est la pire chose que l'humanité ait eu à affronter. Comment on en est arrivé là? Les chers ordres. Il est politique et il n'est pas que politique. D'une certaine manière, et je ne vais pas trop allonger mon propos, dire que Israël est nazi, ça ôte un poids de culpabilité. Ça permet de dire, vous les Juifs israéliens, qui nous avez cassé les pieds avec la Shoah, vous nous avez culpabilisés pendant 60 ans avec la Shoah, et bien finalement, vous ne valez pas mieux que nous. On a été des salauds avec vous, d'accord, mais vous êtes des salauds avec les Palestiniens. Vous faites aux Palestiniens ce que nous vous avons fait. Donc, en devenant pro-palestinien, eh ben, on s'affranchit de la dette de culpabilité à l'égard des Juifs. Et puis la France a une histoire autre, particulière, qui est la guerre d'Algérie. Et comme pendant la guerre d'Algérie, les gens n'ont pas été d'un courage fou pour comprendre ce que faisait la France en Algérie et dénoncer ce que faisait. Algérien égale arabe, arabe égale palestinien, donc algérien égale palestinien. Vous les juifs israéliens, vous faites aux Palestiniens ce que nous, Français, on a fait aux Algériens. On a torturé, vous faites des choses pas propres aux Palestiniens.
Donc en soutenant les Palestiniens qui deviennent un substitut des Algériens, eh bien on éponge la dette de culpabilité une génération plus tard que l'on a à l'égard de l'Algérie. En soutenant la Palestine, on s'exonère de la culpabilité de la guerre d'Algérie. Voilà des mécaniques psychiques. Ce que je dis peut être étayé, référencé par 1000 références en littérature, dans le cinéma, dans la presse, dans tout ce que vous voulez. Et au gré du fil de l'histoire, je vais essayer de distinguer quelques périodes pour montrer l'évolution du statut, de l'image, à la fois, entre guillemets, du signe juif. Qu'est-ce que ça veut dire, signe juif? C'est tout ce qui renvoie au mot juif, au mot M-O-T. Israël, le judaïsme, la cacheroute, la littérature, l'humour juif. Bon. En 1945, à la Libération, les Juifs, on comprend que les Juifs ont été les victimes de la plus grande des barbaries. Donc la compassion, la sympathie pour les victimes se manifeste. Les Juifs jouissent de la sympathie et de la compassion parce qu'ils ont été victimes de la barbarie et de l'ennemi commun qui était le nazisme, Vichy et les collabos. Vichy et les collabos, c'était l'horreur, le nazisme, c'était l'horreur. Ça n'a pas été des démonstrations passionnelles d'amour pour les victimes juives. Quand beaucoup de Juifs sont revenus des camps, ceux qui avaient survécu, et qui ont voulu récupérer leur logement, qui était occupé par des gens à qui on avait donné l'appartement, parce qu'ils étaient juifs, parce que les propriétaires étaient juifs, ils ont eu une difficulté folle à faire aboutir leur demande. La récupération des spoliations n'est intervenue que 50 ans plus tard, avec la commission Jospin. Le fait de savoir ce qui s'était passé a eu aussi la plus grande difficulté à être dit. De la part des déportés eux-mêmes, ceux qui revenaient ne parlaient pas. Mais enfin, De Gaulle étant au pouvoir, la sympathie pour les Juifs en tant que victimes du nazisme était une sympathie acquise. L'État d'Israël naît en 1948. Il est perçu comme le petit, le faible, qui se bat contre un environnement hostile. Et ce petit, ce faible, l'État juif est perçu comme l'État des survivants. Donc il a la sympathie de l'opinion publique. Et le premier député qui va saluer la naissance de l'État d'Israël en mai 1948, à la tribune de l'Assemblée nationale, ce sera un député du Parti communiste français, Florimond Bonde, qui va saluer le petit État juif contre l'impérialisme anglais et contre les féodalités arabes. L'Union soviétique va être le premier pays à reconnaître l'État d'Israël. L'Amérique après, la France tout bon. Donc la sympathie pour les Juifs en 1945-48, les années 50, est totalement acquise. La 4e République aime les Juifs. De Gaulle d'abord, la 4e République de la SFIO aime les Juifs. Pour quelle raison aussi? Il y a la guerre d'Algérie, il y a un ennemi commun, le FLN, qui est aidé par Nasser en Égypte. Et quand il y a les années 54-56, le début de la guerre d'Algérie, l'ennemi commun, c'est Ben Bella et Nasser. Et c'est l'époque où Shimon Peres, qui est ministre de la Défense, va avoir toutes ses entrées au ministère de la Défense français. On va aider Israël, la France va aider Israël à avoir l'arme atomique en particulier. On aime Israël parce que Israël combat l'ami de notre ennemi. Nasser est l'ennemi du FLN.
Tout ça dure le temps de la guerre d'Algérie, mais la guerre d'Algérie se termine en 1962. Et quand la France en a fini avec la guerre d'Algérie, eh bien, d'abord il y a un changement générationnel, De Gaulle revient au pouvoir, et puis il y a la guerre des 6 jours. Et la rupture date de la guerre des 6 jours. Parce qu'on aime beaucoup les juifs victimes. On aime pleurer sur les juifs morts. Mais voilà que ces juifs israéliens deviennent vainqueurs. Et ça, c'est intolérable. Des juifs vainqueurs, c'est pas possible. Dans l'imaginaire collectif, le juif ne peut pas être vainqueur. Et en novembre 1967, il y a la conférence de Gaulle qui prend un parti, qui dénonce d'une manière très tarabiscotée le peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, je cite. Et De Gaulle conseille, qui se prend pour l'empereur des Français, dit « J'avais dit qu'il ne fallait pas attaquer le premier. Vous avez attaqué le premier ?» avait-il dit à Abba Eban. Et à partir de 1967, le statut du signe juif change. Juif égalé victime, voilà que juif égale vainqueur. Voilà que juif israélien occupe des territoires. Donc, dans l'imaginaire collectif, le palestinien, l'arabe, redevient cet arabe en France qu'on a humilié et persécuté, qui était l'algérien. 1968, mai 68, qui est la génération où j'avais 20 ans, et où, comme des ânes, on a tous crié CRS-SS. Si les CRS avaient été des SS, je ne serais pas ici vivant en train de vous parler. Mais comme la rime, c'était joli, alors on a crié CRS-SS, et on a dit d'autres bêtises, comme il est interdit d'interdire. Pourquoi c'est une bêtise très importante, il est interdit d'interdire? Parce qu'à cette époque-là, en fonction de ce slogan, on s'est dit la loi avec un grand L, la loi, eh bien, on s'en fout. On n'a pas besoin de loi. On n'a pas besoin de quelque chose qui distingue le bien du mal. On peut s'affranchir de l'idée de la loi. Et quelle est la mère des lois, sinon la Torah? Quelle est la mère des lois, sinon le décalogue? On voit les effets du « il est interdit d'interdire ». Aujourd'hui, il y a le mariage gay. J'ai fait un papier dans le Huffington Post, et c'est là-dessus, pour le dénoncer, et je prends appui sur le commandement qui dit « tu honoreras ton père et ta mère ». Il est interdit d'interdire, nous dit, mais on n'en a rien à foutre du père et de la mère. Un enfant peut avoir 2 pères et 2 mères. Ce qui se dit aujourd'hui, qu'on veut faire entrer dans la loi, et c'est ce que je reproche à ce projet, c'est qu'on veuille l'inscrire dans la loi. Il y a un truc qui s'appelle le Pax, c'était amplement suffisant. Je me permets cette digression. Mais faire une loi, dire que c'est la loi, et que la loi va marier un homme avec un autre homme, une femme avec une autre femme, c'est dire au décalogue, on peut le jeter à la poubelle. Et c'est gravissime pour les fondements même de ce qu'est la culture occidentale, en tout cas. Il est interdit d'interdire mai 68, comme CRS-SS. Ce qui veut dire que les repères, ce que les mots veulent dire, on n'en a plus besoin. CRS-SS, c'est une imbécilité. Mais on n'a pas pris la mesure de la gravité de cette mise en équivalence. On n'a pas pris la mesure de la bêtise monstrueuse de la rime. Les CRS, c'était la police républicaine créée par Jules Mock en 1954. Et voilà qu'on en fait des SS. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que quelques années plus tard,
ça va émerger autour des années 80. Il y a un type, un inconnu, qui s'appelle Robert Forisson, qui va dire les chambres à gaz n'ont pas existé. Eh bien, au lieu de réagir en dénonçant l'imposture, non. Voilà que ça va être un grand débat intellectuel en France en 1980-1982. Brutalement, un type nous dit que la guerre de 14 n'a pas eu raison, discutons-en, peut-être c'est vrai, que la Lune n'existe pas. Oui, oui, c'est une opinion comme une autre. On va discuter, est-ce que la Terre est plate ou est-ce que la Terre est ronde? Mais voilà que M. Forisson nous dit les chambres à gaz n'ont pas existé. Et c'est l'objet d'un débat. C'est d'autant plus l'objet d'un débat que ce débat a été rendu possible par « il est interdit d'interdire ». Puisqu'il est interdit d'interdire, eh bien l'opinion de M. Forisson devient une opinion valable, légitime. Discutons-en. Et voilà comment un mensonge, une crapulerie, devient une opinion légitime. Ça, c'est 1980 et 1982. Et 1982, c'est la première guerre du Liban. Israël intervient au Liban en 1982 pour chasser l'OLP. Titre de témoignage chrétien. En 1982, les Palestiniens dans Beyrouth comme les Juifs dans le ghetto de Varsovie. Si les Palestiniens sont dans Beyrouth comme les Juifs dans le ghetto de Varsovie, qui sont les nazis? La question n'est pas posée, mais on a compris. Le premier moment de la nazification d'Israël date de 1982. Quelque temps auparavant, Monseigneur Capucci, qui était un prélat chrétien catholique à Jérusalem, qui était pro-OLP, est arrêté par l'armée israélienne avec des armes dans sa voiture. Commentaire de Témoignages chrétiens. Témoignages chrétiens, c'est un journal issu de la résistance catholique de gauche, mais qui vient de la résistance contre le fascisme, contre le nazisme. Commentaire à propos de Monseigneur Capucci. Ils l'ont enfermé avec les voleurs. C'est les Israéliens, ils l'ont enfermé, ils l'ont mis en prison avec les voleurs. Comme ils connaissent mal l'histoire, ces geôliers-là, Jésus fut aussi crucifié entre deux voleurs. Fin de citation. Donc Monseigneur Capucci égale Jésus. Et si Monseigneur Capucci égale Jésus, qui tue Jésus? Vous voyez que le politiquement correct va se nourrir de l'accusation de crime déicide à l'égard des Juifs. Les Palestiniens dans Beyrouth comme les Juifs dans le ghetto de Varsovie, la nazification d'Israël commence. En 1982, au moment de la première guerre du Liban, c'est le grand début de tous les délires sur Israël et de l'accablement d'Israël. Je vous donne en référence un très bon livre d'Alain Finkielkraut qui est sorti à l'hiver 82, qui s'appelle La réprobation d'Israël, édité chez Deneuve. C'est le début de la réprobation d'Israël. Donc on est passé de la compassion, 1945, la compassion, l'admiration à l'admiration, le petit État des années 50, et puis voilà qu'en 67, c'est la suspicion, et puis en 1982, c'est la réprobation. Et cette réprobation n'a pas cessé. Il y a eu une petite parenthèse enchantée au moment des accords d'Oslo,
au moment de la visite de Sadat à Jérusalem, 1977, on a cru que les choses allaient changer, que le monde arabe allait s'ouvrir, que la paix pouvait arriver, qu'il pouvait, malgré la guerre de Kippour de 1973, que les guerres allaient cesser et que la paix et que la réconciliation israélo-arabe pouvait avoir lieu et que le droit d'Israël en tant qu'État juif allait être reconnu. J'y ai cru. J'ai cru aux accords d'Oslo. J'ai cru que que quelque chose avait changé dans la psychologie collective du monde arabe, dans la culture du monde arabe, dans l'évolution politique de ce monde arabe. J'ai cru simultanément qu'en Europe, on s'était fait à l'idée qu'un État pour le peuple juif avait le droit de vivre. Je me suis trompé. Je ne suis pas le seul à m'être trompé. On est beaucoup trop nombreux à avoir pris nos désirs pour des réalités. Et la réalité est beaucoup plus dure que nos espoirs. La période dans laquelle nous sommes, désormais, après la première bouffée délirante de 1982, après la parenthèse enchantée, l'assassinat de Yitzhak Rabin en 1995 par un fou furieux juif, ne l'oublions pas. Mais peut-être que Yitzhak Rabin avait lui aussi fondé des espoirs fous dans des gens qui ne méritaient pas cet espoir, cette confiance qui était l'OLP et Yasser Arafat. On y a cru. On ne peut pas conjuguer l'histoire à l'envers. Rabin est assassiné, la première intifada commence, puis la seconde intifada, et on en est là où nous en sommes aujourd'hui. Là où nous en sommes aujourd'hui, c'est que par rapport à Israël, on est passé de la condamnation d'Israël aujourd'hui au projet de l'expulsion d'Israël. Il se passe deux choses simultanées. Il y a en Iran un chef d'État, Ahmadinejad, qui lui se propose d'anéantir Israël. Je vais avoir la bombe atomique et quand j'aurai la bombe atomique, poum, je détruis Israël. Cette menace est une menace réelle. Ils pourront avoir la bombe atomique dans un an si rien n'arrête ce processus. L'Amérique a juré ses grands dieux qu'elle interdirait à l'Iran d'avoir une bombe atomique. Les Européens ont juré leurs grands dieux qu'ils interdiraient à l'Iran d'avoir une bombe atomique. Mais sans bombe atomique, on voit ce que fait une pluie de fusées tirées depuis Gaza, 800, 900 missiles tirés depuis Gaza contre Israël, qui est un État qui fait la surface de trois départements français. Le Hezbollah au nord a 70 000 missiles de moyenne portée qui peuvent atteindre Tel Aviv. Israël ne se laissera pas faire. Israël a riposté à l'agression du Hamas de Gaza et a riposté de manière extraordinairement mesurée. C'est-à-dire qu'Israël n'a pas riposté comme les alliés avaient riposté contre l'Allemagne. Il n'y a pas eu de bombardement massif de Gaza. Ça a été des frappes ciblées, en faisant le plus d'économies de vie humaine. Mais si jamais une agression massive venait du Liban ou de Gaza, eh bien, Israël serait en droit de riposter. Mais à quel prix? À quel prix politique? On dit aussi, mais la bombe atomique iranienne,
c'est du même ordre que l'équilibre de la terreur à l'époque où l'Union soviétique avait des bombes atomiques et où l'Amérique avait des bombes atomiques. Mais sauf que cette comparaison ne tient pas debout. Parce que Union soviétique et Amérique n'avaient pas de projet apocalyptique, tandis que l'Iran a un projet apocalyptique. L'Iran est dirigé par des illuminés qui pensent que le Messie va venir quand Israël sera détruit. Peu importe d'ailleurs à Ahmadinejad de tuer, y compris 1 million de Palestiniens, puisque l'importance, l'objectif, le salut vient de la destruction de Tel Aviv. Tel Aviv, la ville maudite, la ville sioniste. J'arrête là sur l'aspect israélien des choses. Je me dis en même temps, sur l'aspect proche oriental des choses, je me dis en même temps que le peuple iranien n'est pas un ennemi d'Israël, ni un ennemi des Juifs. Le peuple iranien n'est pas un peuple arabe, c'est un peuple cultivé, éduqué, qui est victime d'une dictature imbécile qui plonge ce pays dans la récession, tout comme le monde arabe aujourd'hui est en train de plonger dans la récession, l'obscurantisme et la stupidité. La Tunisie, qui était un pays éclairé, lumineux, est en train de devenir un pays moyenâgeux. L'Égypte plonge dans le chaos. Ils l'ont voulu, ils l'ont eu. Que se passe-t-il en France? Ils l'ont voulu, ils l'ont eu, pardon, excusez-moi, je fais un retour en arrière. Quelles qu'aient pu être les grandes illusions lyriques sur les printemps arabes. Personnellement, je n'ai jamais cru au printemps arabe, et le fait que l'hiver arabe ait rapidement succédé au printemps arabe ne m'a pas surpris du tout. Revenons à la France. Ce qui est stupéfiant en France, stupéfiant, c'est que chez des jeunes gens et des jeunes filles d'origine maghrébine qui jouissent en France des libertés démocratiques, qui ont la chance d'aller à l'école, qui ont la chance d'aller à l'université, qui ont la chance de s'en sortir par rapport à la génération de leurs parents, de leurs grands-parents. Il y a une culture du ressentiment, de l'agressivité, de la hargne, dont la cause imaginaire et fantasmatique se nomme Israël et les Juifs. Le Mohamed Merah, son portrait psychologique, c'est quoi? Un petit voyou, mais un type qui n'était pas bête, qui était débrouillard, qui était un petit jeune des banlieues, et qui était malheureux et éduqué dans la haine. C'est ce que son frère, Abdelghani, a raconté dans un livre écrit avec Mohamed Sifaoui. Voilà un homme qui aurait pu s'en sortir, comme Khaled Kelkal, il y a fort longtemps. Il aurait pu être un citoyen comme beaucoup d'entre nous qui ont eu des enfances sociales difficiles, des parents pauvres, ont fait des études, ont eu la chance de croire dans la République et ont réussi dans la République. Qu'est-ce qui interdit à cette génération aujourd'hui de faire ce choix? Non, il y a un ressentiment, une haine qui s'exprime par l'antisémitisme le plus banalisé. Et voilà la situation à laquelle non seulement les Juifs sont confrontés, mais la République est confrontée. La France est confrontée. Et le mot d'ordre qui doit être le nôtre pour sortir de l'isolement dans lequel nous sommes, c'est de faire comprendre à M. Dupont, à Mme Durand et à M. Mathieu que ceux qui menacent les Juifs les menacent eux. Que ceux qui menacent Israël menacent la France. Que ceux qui menacent Israël menacent l'Europe. Il ne suffit pas de nous citer Kafka, quand on frappe un juif, c'est l'humanité qui est à terre. On connaît le cliché. Non, non. Si on frappe un juif, c'est vous qui êtes menacés. Vous,
Monsieur Dupont, Madame Durand, c'est vous. Les Juifs, c'est la ligne de front. Et Israël, c'est la ligne de front de la liberté. Je cite l'ancien Premier ministre espagnol, José María Aznar. Si Israël tombe, nous tomberons tous. Cette parole est prophétique. Elle est prophétique pour l'Europe, elle est prophétique pour la France. Et nous, notre rôle, notre tâche, communauté juive, c'est de faire passer ce message. C'est pas uniquement pour nous. C'est pas uniquement pour nous. C'est pas pour le 43 rue Belleport. C'est pour le 41 et le 45. Il n'y a pas que nous en jeu. Il y a tout l'idéal républicain. Il y a la France de Blum, de Jaurès, de Mendès France, de Gaulle. Qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il y ait la charia en France. Voilà le péril qui nous menace. Ce péril n'est pas du tout un péril imaginaire. Et je disais à monsieur sur la politique de l'autruche, la volonté de ne pas voir aujourd'hui, de se voiler la face. Le Monde, le journal Le Monde, a fait un compte-rendu il y a quelques jours du discours de Khaled Meshal, le chef du Hamas qui est allé à Gaza il y a quelques jours saluer la victoire des Gazaouis contre l'ennemi sioniste. Si j'ai lu ce texte, son discours, vous le lisez sur Internet, Khaled Meshal Gaza, Google, vous lisez. Mais entre Mein Kampf et Khaled Meshal, il n'y a aucune différence. Peut-être que Mein Kampf même était un peu mieux écrit que Khaled Meshal. C'est un discours de haine, virulent. Virulent. Mais que dit Le Monde? Que dit le journal Le Monde en une? Monsieur Khaled Meshal fait preuve de pragmatisme. C'est la une du Monde. Quand il y a eu le discours du Premier ministre palestinien, j'ai un trou de mémoire, Mahmoud Abbas, à l'ONU, ça n'était pas un discours de paix. Quand vous comparez les discours de Sadat à la tribune de la Knesset, mais c'est un discours splendide, magnifique. Mais les discours de Mahmoud Abbas à l'ONU, c'est un discours de haine, c'est un discours de guerre. C'est pas du tout un discours qui dit « Eh bien, je revendique pour mon peuple palestinien le droit pour ce peuple à avoir un État qui vive en paix à côté d'Israël. » Un moment, juste un petit moment à la fin, il dit « Je souhaite que la Palestine puisse vivre en paix avec Israël. » Point. Mais tout ce qui précède, pendant 40 minutes, c'est la haine et la mort. Et on dirait qu'il a mis, d'ailleurs les deux propos sont totalement antagoniques, un discours de guerre, et puis à la fin il faut qu'on vive en paix avec Israël. Mais on ne peut pas vivre en paix avec celui que vous vouez à la mort. La manière d'énoncer que l'on veut vivre en paix serait d'abord d'éduquer ses enfants à la paix, de changer les livres d'école. Aucun livre d'école de l'autorité palestinienne, encore moins du Hamas, ne fait des Juifs des êtres humains. Ils sont descendants des porcs et des singes. Et c'est avec ces gens-là que l'on dit il faut faire la paix. Et que M. Laurent Fabius nous dit les responsabilités de la guerre à Gaza étaient partagées entre le Hamas et Israël. On aimerait beaucoup voir la France dans une situation identique. Que ferait-elle? Qu'est-ce qu'on penserait? Alors nous sommes dans un grand état de solitude. Nous sommes dans un grand état de solitude. Le moment présent est un moment angoissant. Il est angoissant pour nous, il est angoissant pour nos enfants. Il est angoissant pour l'avenir. Alors, est-ce que le paysage est absolument noir? Alors, il faut terminer par une parole rassurante. Pas
parce qu'il faut être rassurant, mais parce qu'il y a des éléments qui nous permettent de dire le pire n'est pas le plus sûr. J'étais en Israël en mai dernier, au Salon des écrivains, et l'invité du Salon des écrivains, l'invité principal du Salon des écrivains, c'était un écrivain algérien qui s'appelle Boualem Sansal. Boualem Sansal, il a fait un livre magnifique, édité chez Gallimard, qui s'appelle Le village de l'Allemand. Qu'est-ce que c'est ce livre? Ce livre est un roman dans lequel lui, écrivain algérien, parle de la part nazie du mouvement nationaliste algérien pendant la guerre d'indépendance. Et Boualem Sansal, écrivain algérien, est le premier Algérien à avoir dénoncé ça. Homme d'un courage extraordinaire. Il vit toujours en Algérie. Il a été condamné à mort par le Hamas pour être venu en Israël. Et il a naturellement été condamné comme traître par les Algériens. Et il est venu en Israël. Et il a reçu, et il a fait un deuxième roman qui s'appelle Rue Darwin, qui est toujours édité chez Gallimard, qui est un récit d'enfance. La rue Darwin à Alger, à Bellecour, c'était la rue où vivait la maman d'Albert Camus. Bon. J'ai dit à Boualem Sansal, tu es le Camus des Arabes. Tu es le Camus des Arabes. Il ne se présente pas comme arabe, il dit qu'il est berbère et il rejette l'islam. Bon, Boualem Sansal n'est pas tout seul. Il y a des Arabes. Il y a des gens d'origine arabo-musulmane, de culture arabo-musulmane, qui comprennent la régression dans laquelle leur univers est en train de sombrer. Il n'y en a pas beaucoup. À Paris, il y en a quelques-uns. Malek Chebel, Abdelwahab Medeb, Boualem Sansal, Abdenour Bidar, des gens qui sont de culture musulmane, de culture arabo-musulmane, d'origine berbère ou pas, et qui disent, mais on est dans un goulag mental, et on ne sait pas comment on va... Bon, mais je prends le plus héroïque d'entre eux, Boualem Sansal. Il est allé en Israël. Son plus grand désir, c'est d'y retourner. Et il s'est passé la chose suivante. Quand il a écrit Rue Darwin, il a reçu un prix, le prix du roman arabe. Le prix du roman arabe est un prix qui est remis par un jury d'intellectuels français et arabes, et il était accompagné d'une somme d'argent de 15 000 euros. Et cette somme d'argent, les 15 000 euros, était fournie par des ambassadeurs des pays arabes en poste à Paris. Et les géniaux ambassadeurs des pays arabes, quand ils apprennent que Boualem Sansal est allé à Jérusalem, on ne te donne plus l'argent, se rétractent et ne veulent plus lui donner le prix. Alors Gallimard a dit, mais on vous donne le prix, monsieur Sansal, symboliquement. Et puis un mécène anonyme, juif par ailleurs, mais qui ne veut pas qu'on donne son nom, suisse, a dit, eh bien moi, je vous donne les 15 000 euros. Et Boualem Sansal a décidé, puisque je reçois de l'argent qui aurait dû m'être donné par les ambassadeurs arabes, eh bien je ne le garde pas pour moi, je le donne à l'association médicale israélo-palestinienne, franco-israélo-palestinienne, qui s'appelle Un cœur pour la paix. Je ne sais pas si vous connaissez cette association qui s'occupe de chirurgie cardiaque pour des enfants qui viennent de Gaza fréquemment et qui sont soignés gratuitement à l'hôpital Hadassah. Pour l'anecdote, pour Un cœur pour la paix, une maman palestinienne dont l'enfant a été sauvé gratuitement par l'équipe chirurgicale de l'hôpital Hadassah, son enfant est vivant. Alors, elle est interviewée, elle dit oui, qu'elle est très contente parce que son enfant, ça pourra faire un futur martyr. Voilà. Quand je dis que ça relève de la psychopathologie, on est dans la psychopathologie.
Je reviens à Boualem Sansal. Je dis Boualem Sansal, c'est celui qui nous fait espérer. Bon, des Boualem Sansal, peut-être qu'il y en a sur les doigts des deux mains, mais ça veut dire que des gens comme lui, je corresponds régulièrement avec Boualem Sansal, et je lui ai écrit la chose suivante, désormais je m'interdis de dire les Arabes ou les musulmans, parce qu'il est l'exception qui infirme la règle. J'ai pas envie de dire les Arabes sont fous furieux, les règles dominantes, non. Voilà, il suffit qu'il y ait Boualem Sansal pour dire que cette règle ne tient pas la route. Mais la majorité, le paysage auquel nous sommes confrontés est ce paysage-là. Et il va falloir s'arc-bouter, faire preuve d'un grand courage, d'une grande ténacité, d'une grande volonté, mais les Juifs en ont vu d'autres. Eh bien, le moment présent me donne l'occasion de conclure. Après tout, on célèbre Hanouka. Hanouka, c'est la fête des Lumières. Eh bien, les Lumières sont de notre côté. Amen. Voilà. Je n'ai pas été trop long. Donc il y a des questions. Et comment vous interprétez la démarche des imams en Israël? Magnifique. Magnifique, magnifique. Magnifique, excusez-moi. Que vous me demandez comment, ce que je pense de la démarche des imams qui sont allés en Israël. Je la trouve superbe. Elle est du même ordre que celle de Boualem Sansal et de l'imam Chalgoumi. Et vous faites bien de me poser la question, car un intellectuel, si tant est qu'il l'est, français, qui est Israël, qui déteste Israël, qui s'appelle Pascal Boniface, a dénoncé l'imam Chalgoumi comme étant non représentatif. Voilà, comme étant non représentatif. Sa parole est nulle et non avenue parce qu'il ne représente pas la communauté musulmane. Et en plus, il est allé en Israël. Voilà l'antisémitisme pur, exprimé par M. Boniface. Mais cette démarche d'imam est superbe, elle est extraordinairement courageuse, et il faut saluer ces gens-là, il faut les bénir. Ils n'ont pas eu peur de revenir en France. Non, mais l'imam Chalgoumi est protégé par la police, et je vous dis que ces gens-là sont très courageux. C'est un espoir. C'est un espoir. Alors en même temps, moi je n'ai pas d'outils pour mesurer, mais on aimerait qu'il y ait, quand il y a eu Mohamed Merah, l'imam Chalgoumi avait appelé à une manifestation publique. Il y avait quoi, 300 personnes? Par contre, le congrès du OIF au Bourget, il y avait 50 000 personnes. Bravo qu'il y ait l'imam Chalgoumi et la démarche des imams, c'est merveilleux. Mais voilà. Beaucoup de musulmans français nous suivent, vous pensez? Madame demande si beaucoup de musulmans français nous suivent. Non, suivent les imams. Suivent les imams. Je n'ai aucun instrument de mesure, je n'en sais rien. Je pense que les musulmans, ceux qui se réclament de la culture musulmane, sont beaucoup trop silencieux. Oui. S'ils suivent les imams, alors il faut qu'ils le disent. S'ils trouvent que Mohamed Merah est une horreur, il faut qu'ils le disent. Mais il se trouve que Mohamed Merah est devenu un héros en banlieue. C'est tout le contraire. Donc c'est hallucinant la situation à laquelle on est confronté. Hallucinant. Est-ce que dans le prolongement, on pourrait considérer les musulmans de France comme étant une cinquième colonne? Monsieur demande est-ce qu'on peut considérer la présence d'une communauté musulmane importante en France comme étant une cinquième colonne. Non. Il y a très probablement... Non, parce que je me refuse à ce type de généralisation. Il y a une communauté musulmane importante en France, de l'ordre de 6 millions de personnes. Il doit y avoir à peu près 12 ou 15 millions de musulmans en Europe, en Turquie, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, en Belgique. Mais c'est à eux de faire leur choix, c'est à eux de choisir. Est-ce qu'ils veulent...
C'est à eux de voir dans quel monde ils veulent vivre. La seule chose qui m'inquiète, c'est ça le problème. la seule chose qui m'inquiète en termes de tests, justement, c'est quand il y a eu les élections en Tunisie. Et le parti et les Tunisiens de France qui jouissent des libertés publiques et qui voient ce qu'est la démocratie ont voté massivement pour les islamistes. Alors là, ça dépasse l'entendement. Voilà, c'est pour ça pourquoi il y a ce choix de la jeunesse maghrébine en France vers la radicalisation islamiste, anti-juive, anti-Israël. Pourquoi? Je sais, j'ai du mal à comprendre ce choix. Madame demande, Madame demande comment comprendre les choix des jeunes issus de l'immigration et qui sont français, d'origine arabo-musulmane, qui est aujourd'hui massivement anti-juive et par ailleurs anti-française. En 2001, il y avait eu, souvenez-vous, un match de foot amical entre la France et l'Algérie, et qui s'était terminé en pugilat général parce que le public n'avait pas supporté que l'équipe algérienne perde. Mais le public, c'était un public de jeunes issus de l'immigration, donc de nationalité française. Leur pays, c'est leur équipe. Ça aurait dû être l'équipe de France. Or, ils se sont identifiés à l'équipe adverse. Pour répondre à votre question, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a une culture du ressentiment, une culture politique du ressentiment, et même une expression politique nourrie de ressentiment. Qu'est-ce que c'est le ressentiment? C'est une espèce de hargne confuse contre celui qui, entre autres, vous accueille, contre votre voisin, contre celui qui pourrait être votre ami, votre partenaire, votre collègue. On ne l'aime pas. Et voilà qu'il y a un ressentiment contre la France qui s'exprime bizarrement 2-3 générations après la génération des indépendances des années 60, 62, 56 pour le Maroc et la Tunisie, 62 pour l'Algérie. Qu'il y ait du racisme anti-arabe en France, c'est incontestable. Qu'il y ait un rejet de l'islam en fonction de ce que les Français moyens perçoivent de l'expression musulmane, je dirais, c'est certain, et qu'il y ait de l'islamophobie, c'est certain, et si l'islamophobie c'est rejeter l'islamisme, je suis tout à fait islamophobe. Mais je vous disais ce qui s'est passé dans cette classe des élèves d'un lycée qui est parmi les pires en banlieue, disent mais les gamins, c'était des juifs, c'était pas des enfants, qu'une remarque pareille puisse être dite, je ne sais pas qualifier ça, j'ai l'impression qu'il y a de la folie, qu'il y a une folie partagée, hélas partagée, et comme elle est partagée, elle fait office de culture, et que cette culture de la haine, elle imprègne une grande partie de cette jeunesse issue de l'immigration. Ils sont malheureux, mais la cause fantasmatique de leur malheur, c'est les Juifs. Ou bien c'est Israël. Il y a tout ce que vous voulez, il y a je ne sais pas quoi comme élément, mais voilà comment ça se traduit. Excusez-moi, et vous croyez que ça va, avec le temps, pardon, avec le temps, ça va s'estomper ou ça va se généraliser? Je n'en ai aucune idée. Comment voyez-vous la fin du régime entre guillemets d'Assad en Syrie et les conséquences pour Israël et la radicalisation de la Turquie vis-à-vis d'Israël qui est de plus en plus problématique? Oui, parce qu'il y a l'ancien islamique. La question porte sur la Syrie de Assad et la Turquie et les islamistes au pouvoir en Turquie. La France
s'est empressé de reconnaître l'opposition syrienne, si on peut appeler tout ça une opposition. Apparemment, cette opposition syrienne est composée d'islamistes, massivement. Il est sûr que ceux qui se sont fait massacrer par Assad, puisqu'on en est à au-delà de 40 000 morts, qui n'émeuvent pas Stéphane Hessel, ni les indignés français. Il n'y a aucune manifestation. Il y a beaucoup. Quelle sera la suite? Je n'en ai aucune idée. Est-ce que les Occidentaux sont capables d'exiger des gages de la fameuse opposition syrienne, comme on est supposé avoir exigé des gages de ceux qui ont renversé Kadhafi? Je pense que Bernard-Henri Lévy s'est lourdement trompé et a pris ses désirs pour des réalités. Voilà des peuples qui n'ont jamais connu une culture démocratique. Jamais. Hélène Carrère d'Ancos parlait de la tragédie russe. Les Russes n'ont jamais, le peuple russe n'a jamais connu la démocratie. Ils sont passés des tsars au KGB et du KGB à Poutine. Il n'y a jamais eu de démocratie. Pour une démocratie, il faut des siècles de culture, de démocratie, de respect d'autrui, de capacité à discuter, à échanger et de ne pas vouloir couper la tête du voisin si on n'est pas d'accord avec le voisin. Cette culture-là n'existe pas en Russie, elle n'existe pas dans le monde musulman. Il n'y a pas eu de culture démocratique dans le monde musulman. La Turquie, qui n'est pas un État arabe, a eu un moment, une période de lumière avec Mustafa Kemal Atatürk. Mais enfin, à poigne. Mais toujours est-il que la Turquie a eu un moment, une période, où on a cru qu'elle pouvait, non pas être un pays occidental, mais en tout cas, entrer dans la modernité. Entrer dans la modernité. C'est-à-dire avoir une culture de l'échange, du dialogue, du commerce et du commerce intellectuel. Apparemment, avec M. Erdogan, il y a le grand retour en arrière. Mais il n'est pas fou, Erdogan, et il est moins... Il n'est pas dans l'islamisme wahhabite. Il n'est pas là-dedans. C'est pas l'Arabie Saoudite, c'est pas le Qatar, c'est autre chose. C'est moins pire. Voilà. Est-ce que la Syrie, si elle devient islamiste, du type frères musulmans ou salafiste, sera acceptée par la Turquie? J'en sais rien, mais c'est d'une telle instabilité qu'on ne peut pas lire dans le mar de café. Je pense que Assad n'en a plus pour très longtemps. Et qu'il joue son va-tout. Il joue son va-tout parce qu'il sait qu'il va mourir. Sauf s'il est accueilli en Iran ou en Russie. Mais autrement, il est mort. Parce qu'ils ne se feront pas de cadeaux. La minorité alaouite est vouée à l'extermination par les autres. Remarquez, entre autres, combien aujourd'hui on découvre l'importance du tribalisme dans ce monde. Avant, on avait des analyses marxistes, il y avait les exploités, les exploiteurs, les impérialistes. Maintenant, on découvre qu'il y a les alaouites, les sunnites, les chiites. On découvre qu'il y a des tribus en Libye. La tribu des alaouites va se faire couper en rondelles dès que Assad va casser sa pipe. Ça m'étonnerait qu'ils puissent tous fuir. En tout cas, aux 40 000 morts tués par Assad, succédera sûrement des milliers de morts alaouites, de chrétiens qui ont soutenu Assad, tués par ceux qui sont aujourd'hui les victimes d'Assad. Il y aura d'autres massacres. D'une autre manière, par ailleurs,
le monde arabo-musulman est dans un chaos total qui va s'aggraver le temps de la période islamiste. En raison d'un élément très simple, c'est que désormais ce monde a décidé d'exclure de la sphère du savoir 50% de la population qui sont les femmes. Ce qui veut dire que tous ces pays vont régresser. Au lieu d'investir dans le savoir, la culture, la science, ça va être le grand bond en arrière. Pour Israël, ça ne peut être que la meilleure des choses. Pour eux, le grand bond en arrière, masculin, puisque c'est une culture machiste des hommes, risque de se transformer comme mauvais effet en une folie collective encore plus violente. Moi, je me demande toujours, quand je vois les grandes manifestations dans le monde arabe, mais qui travaille dans ce monde? Qui fait du pain? Qui produit? À part hurler, qu'est-ce qu'ils font? Les pays sont en ruine, tout est en ruine, et on crie à la Akbar et mort à Israël. Comme si ce sont des paroles magiques, des incantations, et le malheur s'accroît. Voilà, il n'y a pas d'eau courante à Alger au mois d'août, c'est la faute d'Israël. Des anecdotes comme ça, il y en a des tonnes. Quand il y a eu, il y a 1 an ou 2, à Sharm el-Sheikh, des requins ont mangé des touristes allemands. Quelle a été la déclaration du directeur du tourisme égyptien? Les requins étaient dressés par le Mossad. Mais le directeur du tourisme en Égypte, je suppose qu'il a fait des études, qu'il n'est pas idiot. Comment il peut dire une ineptie pareille? Je le cite dans Décryptage, il y avait, mais c'était beaucoup plus longtemps, dans mon film, en Haute-Égypte, qui est le territoire le plus islamique d'Égypte, le plus obscurantiste. Les maris étaient inquiets à un moment des désirs sexuels de leurs femmes qui étaient abusifs. Tant et si bien que ces malheureux maris, ça a créé une grande perturbation chez les hommes égyptiens. Et il y a eu même une commission parlementaire d'enquête. Une commission parlementaire. Mais vous vous rendez compte sur la libido excessive des femmes de Haute-Égypte. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a conclu, la commission parlementaire d'enquête? Qu'il y avait un aphrodisiaque qui était contenu dans un chewing-gum. Et ce chewing-gum avait été introduit par Israël pour perturber la vie sexuelle des Bon, voilà, vous avez donc un monde délirant. J'ai pas d'autres qualificatifs. Et ce monde délirant, il se trouve que ça n'est pas des cas isolés. Quand le délire contamine des millions de personnes, je vous recommande beaucoup, pour ceux qui regardent Internet, le site israélien qui s'appelle MEMRI, M-E-M-R-I, Middle East Media Recording, je ne sais pas quoi. C'est un site, une agence israélienne qui prend tout ce qui se dit et se montre, tout ce qui se montre sur toutes les télés des pays arabes et musulmans. Et quand ça vaut le coup, c'est traduit en anglais et en français, et vous avez la traduction, et vous vous dites, tiens, voilà ce qui se montre à des millions de téléspectateurs. J'ai vu il y a 1 mois, je l'ai revu, je ne sais plus comment, vous avez un prédicateur égyptien qui dit comment il faut battre sa femme, mais devant des millions de téléspectateurs. Et puis il y a 3 étapes. D'abord, on lui dit je sais pas quoi, et si elle comprend pas, eh ben on commence à lui mettre une baffe.
Et puis ici, la baffe n'est pas suffisante. Après, on la tape avec un bâton. Mais il ne faut pas laisser de traces, dit-il. Et puis ici, avec le bâton, c'est pas suffisant. On appelle le cousin, le grand-père, qui eux vont lui donner d'autres coups de bâton. Mais tout ça est dit à la télé. C'est la culture dominante. Et ça va être un produit, c'est un des plus grands prédicateurs des frères musulmans égyptiens de l'université Al-Azhar du Caire. Et tout ça, quand monsieur le journal Le Monde vous dit que Khaled Meshal a eu un discours pragmatique, est-ce que ceux qui travaillent au journal Le Monde regardent ces télévisions, ont regardé une fois le site Memri pour savoir quelle est la réalité du propos? Vous voyez? Donc, ne pas voir, ne pas savoir. On ne veut pas savoir. On s'illusionne parce que, et parce que ça fait peur. Parce qu'on a peur d'affronter ça. Qui va dire aujourd'hui, oh là là, attention, il y a dans le Coran des propos qui sont effroyables. Il y a très probablement dans l'Évangile et dans la Bible des choses épouvantables aussi. Mais la Bible s'est réformée et l'Évangile s'est réformé. Et dans la Bible, il y a eu le Talmud après, donc on a fait le commentaire du commentaire du commentaire. L'islam, on ne peut pas le réformer puisqu'il a été écrit par Dieu. Donc le même texte écrit par Mahomet et la parole reproduite par Mahomet et la parole sanctifiée intouchable. Et sauf que l'application littérale de la charia, c'est le Moyen-Âge. Et quand vous osez en Europe faire, comme au Danemark, les caricatures de Mahomet, vous risquez votre vie. Et quand un ami qui s'appelle Robert Redeker avait publié dans le Figaro, voilà ce qu'écrit le verset tant de la sourate tant et les hadiths tant, ben, vous risquez votre vie. Et Robert Redeker vit, professeur de philosophie, vit dans la clandestinité en France. Il vit dans la clandestinité en France. Madame. Il y a une peur de la part des Français vis-à-vis du monde musulman, vis-à-vis, voilà, comme vous dites, le Figaro. Il y a une pression telle qui font que, voilà, on a osé dire une loi contre le voile islamique, la burqa, machin, tout de suite. Donc il y a une peur des Français quand même. D'abord, nous sommes français, donc il y a une peur de tout le monde. Oui, non. J'ai compris. Voilà, non, parce que les Juifs se sentent concernés parce qu'ils sont Juifs, mais les Français, pourquoi ils se sentent... Voilà. Oui, mais je pense, oui, vous avez raison, je pense qu'il y a une peur, qu'il y a une crainte, et que la meilleure manière de contourner la peur, c'est d'ignorer la menace. C'est la politique de l'autruche. Et on se dit, c'est pas si grave que ça. Surtout par-dessus le marché, que vous avez un certain nombre d'éléments qui viennent dire aux Juifs, vous avez tort. Je vais citer aussi ces éléments, j'aurais dû le donner dans ma première partie de mon exposé. Vous avez d'une part les icônes de la bonne conscience progressiste. Stéphane Hessel, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce vieux monsieur qui a été un résistant de bureau, qui n'a pas été un héros, mais qui s'est auto-approprié l'écriture de la Déclaration universelle des droits de l'homme, oubliant au passage que c'était René Cassin qui l'avait écrit. Et ce monsieur qui a dit cela, mais qui est revenu après sur cette affirmation, parce qu'on lui a dit il ne faut pas exagérer, c'est une imposture, pour des raisons X ou Y, déteste Israël. Mais il se fait passer pour la grande conscience morale française. Alors vous avez cette conscience-là, il a vendu 5 millions de son petit bouquin, indignez-vous, hein, 5 millions. Traduit, c'est un livre nul, où il n'y a rien. Mais dans ces indignations, il n'y a qu'une indignation qui mérite d'être citée, c'est
Israël, c'est le méchant. Le livre est idiot, puisque c'est vraiment en termes de gentil et de méchant, et mieux vaut être en bonne santé que malade, et mieux vaut avoir chaud que froid, et mieux vaut partir en vacances que pas avoir d'argent pour partir en vacances, et etc., etc. Et c'est pas bien d'être pauvre, et c'est pas bien d'être malade. Voilà Stéphane Hessel. Mais ça s'est vendu à 5 millions d'exemplaires en France, ce qui vous donne une idée du niveau de connerie moyenne, pardonnez-moi l'expression, qui triomphe. L'autre problème, au niveau intellectuel en France, vous avez des aides de l'ennemi qui sont terribles et qui viennent en particulier fréquemment d'Israël lui-même. Un historien qui s'appelle Shlomo Sand a fait un livre qui s'appelle « Comment le peuple juif fut inventé ». Puis tout récemment, il a sorti un autre bouquin qui s'appelle « Comment la terre d'Israël fut inventée ». Alors quand c'est un historien juif israélien qui vient vous dire cela, quelle aubaine, quelle chance! Il va être invité chez Daniel Mermet, le célèbre intervieweur de l'après-midi à France Culture, qui est Israël, dans l'émission qui s'appelle Là-bas si j'y suis, et je vous recommande l'écoute, mais si vous avez, ça va vous donner de l'urticaire ou bien mal à l'estomac, de l'émission d'hier. Daniel Mermet invité Michel Warschawski, qui vient de recevoir le prix des droits de l'homme de la part de Madame Christiane Taubira, ministre de la Justice, qui est une gauchiste stupide. Et cette interview est un cri de haine contre Israël pendant 1 heure, mais sauf que ce cri de haine est prononcé par un Israélien. Donc c'est une bénédiction pour Daniel Mermet. C'est merveilleux. Puisque c'est un juif israélien qui vous dit comment le peuple juif est inventé. Et qu'après il écrit comment la terre d'Israël fut inventée. Si le peuple juif est une invention, ça veut dire qu'il n'a pas de légitimité en tant que peuple. Puisqu'il n'y a pas de légitimité en tant que peuple, il n'y a pas de raison qu'il ait un État, puisque c'est un truc artificiel. Et c'est un Israélien qui vous dit. Et vous avez un autre philosophe, encore plus chic, français cette fois-ci, gauchiste, qui s'appelle Alain Badiou. Cet Alain Badiou avait écrit en 1979 dans Le Monde. Google, ça se mérite, ça permet, vous tapez Badiou, Cambodge. Et bien Badiou, il avait grand philosophe émérite de l'école normale supérieure rue d'Ulm à Paris, avait écrit dans Le Monde en 1979 Kampuchéa vaincra. Qu'est-ce que c'était Kampuchéa? C'était les Khmers rouges, c'était Pol Pot, c'était les autres génocideurs. Il a écrit un article à la gloire des Khmers rouges. Eh bien ce monsieur, il est prof émérite de philosophie à l'école normale supérieure. Mais il vient d'écrire il a écrit il n'y a pas longtemps un autre bouquin qui s'appelle Réflexion sur le mot M-O-T juif. Qu'est-ce que c'est ce livre, Réflexion sur le mot juif? Je vais vite. Il dit que le nom juif, le nom N-O-M, en tant que substantif, ça n'a pas de pertinence. Le nom juif, ça n'a pas de sens. Vous pouvez avoir la cuisine juive, l'humour juif, mais le nom N-O-M juif, non. Alors qu'est-ce que c'est un nom? Le substantif, c'est l'atome du peuple. Qu'est-ce que c'est le peuple? Le peuple, c'est l'addition de tous les noms, N-O-M-S. Badiou nous dit le nom juif, ça n'existe pas. Et Shlomo Sand nous dit le peuple juif, ça n'existe pas. Voilà que l'anti-juif, voilà que le monsieur philosophe gauchiste polpotien français nous dit que le non-juif, ça n'a pas de sens. Mais voilà que l'israélien vient l'aider.
Et voilà que les deux trucs font système. Le non-juif n'existait pas, le peuple juif n'existait pas, puisque l'individu juif n'existe pas. Le peuple qui est composé d'individus n'a pas le droit d'être, et puisqu'il n'a pas le droit d'être, l'État des Juifs n'a pas le droit d'être. Et bien ça fait un triomphe à l'université française. Et quant à l'école normale supérieure, il y a 2 ans, un historien israélien qui s'appelle Elchanan Yakira est venu faire une conférence. Je suis allé à cette conférence à Normal Sup. Il y avait 50 personnes dans la salle. Mais au fond de la salle, il y avait 10 garçons et filles, élèves de l'école normale supérieure, élèves. Et dès que il y avait Raphaël Drey, Elchanan Yakira, je ne sais pas qui, et des étudiants qui l'invitaient. Ben, dès qu'il a commencé à parler, ceux qui étaient au fond l'ont insulté. Salaud, assassin d'enfants, crapule, je ne sais pas quoi, nazi, fasciste. À l'école normale supérieure à Paris. Et ces étudiants-là étaient des étudiants de l'école normale supérieure à Paris. Et à l'université de Toulouse, Le Mirail, la semaine passée, a été interdit un meeting où devait venir un type du FPLP, à l'invitation d'une association à Toulouse, Le Mirail, à 2 pas de là où il y avait Mohamed Merah. Et il n'y a pas longtemps, à la Sorbonne, il y a 2 ans, à l'invitation d'un groupe à la Sorbonne, venait quelqu'un du Hamas palestinien. Et la conférence a eu lieu à la Sorbonne. Et un groupe d'étudiants de l'UEJF s'est fait foutre dehors, manu militari, par les gens de ce pseudo-colloque. Aujourd'hui, à l'université de Villetaneuse, Paris 13, à l'université de Nanterre, Paris 10, à l'université de Saint-Denis, Paris 8, vous ne pouvez pas faire une réunion d'information pacifique sur Israël. Vous vous ferez casser la gueule. Je pense qu'un étudiant portant kippa ne peut pas aller à l'université de Paris 13, Villetaneuse, ou à l'université de Paris 10, Nanterre. Ces territoires sont désormais des territoires interdits, et ils sont perdus pour la République par ailleurs. Il peut bien y avoir des profs juifs qui y vont, mais voilà des zones qui ont échappé au contrôle. Le ministre de l'Éducation nationale le sait, le ministre des universités le sait, nous le savons. Pour le moment, à moins de créer du conflit violent, parce que ça ne peut être réglé que par la police, par une enquête, par l'arrestation ou par quelque chose de violent, les choses sont en état. Je vous dis, c'est une course contre la montre. Vous me posiez une question sur la communauté musulmane, arabo-maghrébienne. C'est quel monde eux ils veulent? Quel monde veulent-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent pour eux-mêmes, pour leurs enfants? Je me dis que l'avenir relèvera beaucoup de l'attitude des filles. Alors, c'est une concurrence entre celles qui ont choisi le voile aujourd'hui et celles qui, au contraire, ni putes ni soumises et tout, sont contre. Ça existe. Et celles-là, elles sont de notre côté. Et il faut les aider. Ça ne veut pas dire qu'elles soient en sympathie avec Israël non plus. Je sais tout ça. Mais il y a des brèches. Voilà. Et ce qui m'afflige et m'attriste le plus, c'est quand des gens qui sont censés réfléchir, qui sont censés être cultivés et intelligents, je prends le journal Le Monde, ce titre que M. Khaled Meshal a fait un discours empreint de pragmatisme. Je suis tombé de derrière par terre quand j'ai lu le discours. C'est mort aux Juifs toutes les lignes. Et Le Monde dit que c'est du pragmatisme. Comment on réagit par rapport au monde? Vous voyez? Quel droit de réponse? Comment on fait? Je vais parler pour ma pomme. J'ai sorti un livre qui s'appelle Le nom de trop, chez Armand Collin, qui est sorti il y a 1 an. Blackout absolu. Absolu. Rien. Pierre-André Taguieff, qui est un ami, qui est un magnifique scientifique, qui a fait des livres érudits, ultra référencés sur toutes ces questions. Blackout absolu. Pas un commentaire, rien.
Par contre, un voyou comme M. Boniface, qui fait un livre qui s'appelle « Les nouveaux imposteurs », où naturellement tous les imposteurs sont comme par hasard pro-israéliens ou juifs, c'est vendu à 50 000 exemplaires. Donc je vous recommande vivement mon livre qui s'appelle « Le nom de trop », édité chez Armand Collin. Vous ne le trouverez plus en librairie, il faudrait le commander sur Google ou vous le commandez chez votre libraire. Mais comme la couverture de ce livre porte 2 bandes bleues sur un fond blanc, eh bien les librairies L'Arbre à Lettres, certaines librairies L'Arbre à Lettres ont dit à l'éditeur « Ah non, non, vous savez, on ne pourra pas le mettre sur... » Le titre c'est « Le nom de trop, Israël illégitime, point d'interrogation ». Eh bien, des librairies L'Arbre à Lettres ont dit « Ah non, on ne va pas le mettre sur les tables de présentation, ça pourrait gêner la clientèle. » Voilà. Voilà le paysage, voilà le monde dans lequel on est. Je voulais vous demander quelque chose. Vous parlez de haine. Croyez-vous que c'est... Je parle de... Pardon ? Vous parliez de haine envers les Juifs. Croyez-vous que ce ne soit pas essentiellement une jalousie ? Madame demande, est-ce que le mot haine à l'égard des Juifs, c'est le bon mot? Est-ce que ça ne serait pas plutôt la jalousie? Mais la jalousie est une composante de la haine, oui, bien sûr. Très probablement, je pense qu'il y a de la jalousie civilisationnelle aussi. Que ce soit encore un juif qui a un prix Nobel de physique, c'est très perturbant. Et d'ailleurs, des sites islamistes n'ont pas tardé à dire que le jury des prix Nobel était un complot du Mossad et que c'était un jury juif. Vous avez raison, bien sûr qu'il y a de la jalousie. Mais la jalousie est une composante. Oui, mais ça me rend un petit peu supérieur. Parce que la haine, disons que pour nous, en tant que juifs, on se sent supérieur par le fait qu'il y ait jalousie. Alors qu'une haine vis-à-vis d'un peuple qui est, disons, sous-estimé, enfin, je ne sais pas si j'ai mal exprimé, mais disons que cette haine, pour moi, elle est plus valorisante pour le juif. C'est possible, oui. Moi, depuis quelque temps, je suis dans le 19e, donc comme un peu partout, il y a beaucoup d'Arabes. Parlez plus fort. Oui. Depuis quelque temps, j'ai observé, quand je prends l'autobus ou quand je prends le métro, avant, il y avait des gens de confession musulmane qui s'efforçaient de parler français. Maintenant, nous avons pris l'autobus tout à l'heure pour venir, plus personne ne fait d'effort de parler français, tout le monde, enfin des musulmans, parlent, je les entends tous parler arabe. Et ça me frappe énormément, parce qu'avant, les gens faisaient un effort, nous sommes quand même en France, et là, c'est... Mais ça venait du discours des années 68 où on disait qu'il fallait garder son identité. Et du fait qu'on disait qu'il faut garder son identité, il y a eu des classes d'écoles arabes qui se sont créées, et les jeunes qui sont venus après, ils ont pensé qu'il ne fallait pas qu'ils ressemblent aux Français. Il fallait qu'ils gardent leur identité. Madame remarque que ceux qui sont issus de l'immigration maghrébine s'expriment à haute voix en arabe et pas en français. Et Madame dit que c'est peut-être un effet de l'époque où on disait, où on glorifiait la culture de la différence. Je ne crois plus du tout que ce soit ce qui opère aujourd'hui. Plus du tout. Ceux qui s'expriment violemment en arabe ne relèvent pas de la culture de la différence. C'est la volonté d'affirmer du terrain conquis. Exactement. La preuve en est, y compris de la novlangue des banlieues, où on parle de manière renversée, en verlan, contre les feuges, et il faut se méfier des keufs, parce qu'on est très vénère, et quand on est vénère parce qu'elle est keuf, on va s'en prendre au feu. On se charabia est une manière de dire on crache sur le français. C'est évident. Exactement. Ils sont en pays. C'est évident. C'est une manière d'affirmer la conquête. Je vais vous donner un autre exemple dont j'ai été le témoin.
J'ai travaillé un long moment à la Cité des Sciences, dans le 19e. Et un des enjeux de la Cité des Sciences, c'était, on est au bord du périphérique, et donc c'est un outil culturel qui va permettre de l'autre côté du périph', on va pouvoir venir ici pour s'intéresser aux choses de la science et de la technique. C'est un lieu ouvert. Et on a remarqué que énormément de jeunes crachent par terre. Et puis, comme on n'a pas été les seuls à le remarquer, il y a eu un constat du comportement dans le primaire et le secondaire, dans les collèges et lycées, des jeunes qui crachent par terre. Tant et si bien qu'il y a eu une remontée des cas de tuberculose dans le 9-3. Eh bien, il y a eu une réunion à la Cité des Sciences avec des directeurs, des chefs d'établissement à propos du crachat. Qu'est-ce qu'on fait pour le crachat? Et un ami qui était directeur d'une école dans le 20e, qui a une école primaire, avait fait essuyer les escaliers de l'école. Il avait ramassé des sopalins, il avait dit à des élèves qui avaient craché: j'essuie leur crachat. Il a été réprimandé par sa hiérarchie. Eh bien, quand on a discuté du crachat, une collègue prof qui était justement dans le registre Écoute la différence m'a dit: mais enfin monsieur, vous ne pouvez pas ignorer que c'est un comportement culturel. J'ai dit: mais c'est merveilleux, quelle merveilleuse réponse. Donc c'est culturel, je respecte la culture de l'autre. En Chine, tout le monde crache d'ailleurs, vous savez qu'il y a des crachoirs partout en Chine. Donc on va admettre que le crachat, pour respecter la culture différente des autres, on va respecter. Alors j'ai dit à la madame: écoutez madame, et imaginez que votre fils est assis à côté d'un anthropophage de Nouvelle-Guinée qui se met à mordre son voisin pour le manger. C'est un comportement culturel, faut pas... La République, ça a des lois. Ou bien on se soumet des lois et des usages et des pratiques. En France, on ne crache pas. Je me souviens qu'il y avait un temps, dans les bus, il y avait une petite étiquette: il est interdit de parler au conducteur, il ne faut pas cracher par terre. Et bien voilà, je pense que le fait de cracher est une manière de marquer son territoire. Car le crachat en classe, mais que le métier de prof consiste aujourd'hui non seulement, ou plutôt, essayer d'enseigner une matière, mais si vous êtes prof d'histoire, n'allez pas parler des croisades et n'allez pas parler de l'affaire Dreyfus. Vous risquez, c'est au péril de votre vie. N'allez surtout pas parler de la Shoah. Donc vous excluez le monde antique, puisqu'il ne faut pas parler des Hébreux, vous excluez les chrétiens, vous ne parlez pas des croisades, vous faites l'impasse sur l'affaire Dreyfus, et vous ne parlez pas de la Seconde Guerre mondiale, et vous essayez d'enseigner au milieu de tout ça. Mais la plupart du temps, vous faites de la discipline, si vous êtes capable de faire de la discipline. Lisez ce livre, Territoire perdu de la République. On dit qu'en France, il y a 10 000 Français qui rentrent à l'islam, qui se convertissent à l'islam en France. Il y a 10 000 qui se convertissent à l'islam. 10 000 par année. Je ne sais pas. Ah si. C'est possible. C'est les plus virulents en plus. Hein. Les Français qui rentrent à l'islam, c'est les plus virulents. Plus virulents qu'en Arabe. Encore une fois, je dis: ne faisons ni amalgame, ni généralisation. Ne faisons ni amalgame, ni généralisation. On connaît l'adversaire, on connaît les dangers, mais en aucun cas, de notre part, on ne dira les Arabes ou les musulmans. Il y a des Arabes et des musulmans. Et n'oublions pas qu'il y a parmi ces Arabes et ces musulmans l'imam Chalgoumi, Boualem Sansal et d'autres. Et s'ils ne sont pas nombreux, le peu nombreux qu'ils soient, ce sont nos amis et nos frères. N'oublions pas non plus qu'il y a des fascistes juifs.
Et n'oublions pas non plus que c'est un juif qui a tué Yitzhak Rabin. Ne l'oublions pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant, sur ses gardes, instruit et armé. Armé intellectuellement, armé comme il le faut, mais c'est parce qu'on sait qu'on est fort. C'est parce qu'on est conscient des valeurs juives qu'on est fort. Donc pas de généralisation, pas de stigmatisation, mais il faut être robuste dans sa tête d'abord. Comment voyez-vous Madame, allez-y. Oui, je vous demandais, où sont passés les médias pro-juifs que tout le monde relevait dans les années 70 en disant la télé est pro-juive, tous les intervieweurs sont pro-juifs. Aujourd'hui, ils sont totalement absents. Mais où sont-ils passés? Les temps ont changé. La question est où sont les médias pro-juifs? Mais les médias ne sont pas en dehors du temps. Les médias sont dans le temps. Les médias suivent l'ère du temps. Je vous donne un exemple. Quand il y a eu l'attentat à Madrid, à la gare Atocha, l'attentat islamiste, le lendemain matin, à Europe 1, l'intervieweur, c'est Jean-Pierre Elkabbach. Et qui il interviewe? Le hasard fait. C'est la porte-parole de l'armée israélienne. Elle était de passage à Paris. C'est une colonelle francophone qui est porte-parole de l'armée israélienne. Elle est interviewée par Jean-Pierre Elkabbach. Et la première question d'Elkabbach, c'est « Madame, j'ai oublié son nom, est-ce que vous reconnaissez une responsabilité dans l'attentat qui a eu lieu hier ?» Qu'est-ce qui lui prend à ce connard? Pourquoi cette question? Il a honte de s'appeler Elkabbach? Le mur de la honte. Voilà pourquoi les médias? Les médias, ils pensent pourquoi le monde, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'ils sont dans la soumission à l'ère du temps. Pourquoi il n'y a pas un mot sur mon livre? Pourquoi il n'y a pas un mot sur Taguieff? Pourquoi on adule Stéphane Hessel? Les médias, les médias, ils sont le reflet de l'idéologie dominante. L'idéologie dominante souffle, Israël a tort. Israël a tort dans sa politique et Israël a tort de vivre. Et les Juifs nous cassent les pieds. Voilà ce que c'est l'idéologie dominante. Madame, vous avez une question. S'il vous plaît, comment voyez-vous le devenir des Juifs de France dans les mois et années à venir? La question est comment voyez-vous l'avenir des Juifs de France dans les mois et les années à venir? Je ne sais pas répondre à cette question. Je suis inquiet, comme on peut l'être. Je suis inquiet pour moi, je suis inquiet pour ma fille, je suis inquiet pour son avenir. Son avenir sera encore plus inquiétant que le mien. Et je suis très inquiet. Très inquiet. Et nous devons réfléchir à cette question très sérieusement. Alors moi, je me dis aujourd'hui, où est-ce que je suis le plus utile? J'ai 68 ans, je suis plus utile en France qu'en Israël. Mais il y a des moments, j'ai passé un long moment en Israël au printemps dernier, je me disais quel bonheur de plus avoir cette brume antipathique qui nous enveloppe, cette crainte quand de... Bon, moi je crains plus rien, je veux dire, dans un dîner ou une rencontre, quand quelqu'un m'emmerde, je lui dis qu'il m'emmerde. Ça ne me fait pas peur, mais ça devient insupportable. Alors qu'il y a un plaisir, voilà. En Israël, on se dit, on est chez soi, ça va bien, même s'il va y avoir des fusées, des scuds, des je sais pas quoi, eh ben, on y est bien. Alors que j'ai aucune idée, l'ALIA, la solution, je ne sais pas. J'ai conscience que ça devient de plus en plus difficile, que ça va probablement devenir de plus en plus difficile pour nous et pour nos enfants, mais en même temps, partir, c'est une capitulation. Et je pense que ce qu'il faut dire à la France et aux autorités françaises, c'est ceux qui menacent les Juifs vous menacent, vous. Et si les Juifs s'en vont, vous perdrez vous aussi. L'idée, l'illusion de certains
que la terre tournerait mieux s'il n'y avait pas Israël est une illusion. Israël les protège. Si Israël tombe, l'Occident tombe. Si les Juifs tombent, les Français non-juifs tombent. Ça, c'est sûr. Voilà l'idée qu'il faut faire passer. Il ne faut rien céder. Il ne faut rien céder. On est en période de combat. Je ne vais pas dire on est en guerre, mais c'est un combat quotidien. Et il faut se fortifier intellectuellement. Il ne faut pas gémir. Il ne faut pas se plaindre. Il faut se battre. Mais, pardon, alors, une fois qu'on se sent fort, etc., de quelle façon pour essayer, autour de nous, de le faire, le faire savoir, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une façon concrète? C'est toujours la question de la fin, qu'est-ce qu'on fait d'une façon concrète? Je n'ai aucun lapin dans mon chapeau. Les seuls lapins que j'ai dans mon chapeau, c'est ce que je fais ici avec vous. Ce que j'ai fait, j'ai fait un film, j'ai fait un livre, j'ai fait un autre film et j'ai fait d'autres livres, mais vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez les lire et vous pouvez les diffuser et vous avez des cercles d'amis et vous convainquez vos amis. Vous faites un travail à votre niveau. Vous êtes présent, physiquement présent. Encore une fois, c'est pas se plaindre qu'il faut, c'est agir, c'est éduquer. La synagogue, ça n'est pas qu'un lieu pour appeler l'Éternel, c'est en même temps se convaincre de la justesse de notre combat et faire partager nos idées. Vous avez des amis non juifs, à vous de leur faire partager ce qui me menace, te menace, toi. Bien sûr. Et c'est la seule tâche à faire. Il n'y a pas de solution magique. Je n'ai pas un lapin, même je ne suis pas un prestidigitateur, et personne ne l'est. Nous sommes peu nombreux. Nous sommes peu nombreux. La tâche est immense. Mais si on commence à fléchir, on est perdu. Non. Heureusement, on ne sera pas perdu. Pas perdu. Parce qu'on est d'abord, on a des outils culturels d'intelligence qui nous permettent d'être forts. On célèbre Hanouka, c'est pas n'importe quoi célébrer Hanouka. C'est le symbole de Hanouka. C'est la résistance de l'intelligence par rapport à l'obscurantisme et le paganisme. C'est ça Hanouka. Donc on ne fait pas la prière d'une manière idiote, on met la prière en rapport avec l'actualité. Les lumières de Hanouka, eh ben c'est les lumières de notre intelligence. Il ne faut pas désespérer. Le désespoir n'est pas une attitude juive. Il ne faut pas avoir peur, Dieu nous protège. Protégeons-nous et Dieu va nous protéger. Donc, on s'arrête là ? Il y a le SPCJ, Service de protection de la communauté juive. Vous leur signalez et vous allez au commissariat et vous portez plainte. Voilà. Je n'en sais rien, portez plainte. C'est pas à moi qu'il faut le dire, c'est au SPCJ qu'il faut le dire et à la police qu'il faut le dire.